Salut à tous, bienvenue dans votre émission Que sont-ils devenus, l'émission au cours de laquelle nous analysons, on va analyser c'est beaucoup dire, le parcours de vie de quelqu'un qui a marqué la Martinique, la population martiniquaise. Ça peut être un artiste, ça peut être un homme politique, ça peut être, je sais pas moi, bref, quelqu'un qui a compté pour nous et qui compte pour nous encore. Et aujourd'hui, nous allons rester dans le domaine musical, puisque j'ai le plaisir d'accueillir M. Daniel Ravo. Bel bonsoir, Daniel. Ça va bien? Mon cher, merci Michel de m'accueillir ici. Oui. Merci parce que, effectivement, la question que sont-ils devenus, que suis-je devenu, beaucoup de personnes me la posent. Et voilà, maintenant, on pourra dire ce que je deviens. Merci mon Dieu, je suis debout. Ton parcours de vie, enfin, une partie, il y a peut-être des choses. Oui, une partie. Ouais. Ce sera une petite... Tu as fait tellement de choses. Ce sera une petite partie, oui, effectivement, parce que je suis boulimique de bonnes et belles choses, et on ne pourra pas tout dire aujourd'hui. Voilà, donc, mesdames et messieurs, vous avez compris que ce sera vraiment passionnant, voilà, cette édition de Que sont-ils devenus. Alors, Daniel Ravo, la famille Ravo, ça vient d'où, de quelle commune, etc. Alors, la première chose, avec fierté, la famille Ravo, R-A-V-A-U-D, oui. est de Trinité. Ouais. Trinité, c'est une planète. Tu as fait des recherches patronymiques, c'est ça. Attends, Trinité, c'est une planète. Oui. Donc, déjà, dire de Trinité, ça veut dire que j'ai une fierté et un chauvinisme trinité. Il est chauvin, vous avez compris. Bon, ça c'est clair. Oui. Il semblerait que nous soyons, nos parents blancs, français. Oui. C'était des Bretons. Ah, oui. D'accord? J'ai dit bien, il semblerait. Ouais. D'ailleurs, il y a aussi des padolis qui sont vraiment mes parents, directs. Okay, voilà un peu le petit dessin que je puisse faire. Ouais. Mais il y a énormément de Ravo, R-A-V-A-U-D, à Trinité. Et c'est une famille assez large et assez, disons, aimée à Trinité. Voilà. Mais nous allons justement rester là. Alors, une famille, des frères, des sœurs. Le papa, qu'est-ce qu'il faisait comme profession? Qu'est-ce qu'il Alors, des frères, mon père a travaillé à la mairie Trinité. À la mairie Trinité? Oui, il a terminé sa carrière en tant que secrétaire de mairie. Oui. La maman? Ma mère était commerçante jeune. Toujours à Trinité, hein? Toujours à Trinité, mais avec la charge familiale, elle a abandonné cela pour s'occuper de ses enfants. Voilà. Et ça a duré le reste de sa vie. Et c'était une femme, c'est pas parce que c'était ma mère, exceptionnelle. Je vais peut te dire pourquoi après. Ouais. Voilà, combien de frères, combien de sœurs? J'ai 4 frères, 4 sœurs. Ça veut dire que nous étions 9. Ah, oui. Et je suis le dernier. Le petit dernier. Ah bon? Le petit chéri du jour. Dernier. Et ce qu'il y a de plus beau, c'est que mes grands frères et mes grandes sœurs ont toujours choyé leur petit frère. Protéger leur petit frère, le chouchou, tout à fait, le chouchou. Alors, on peut dire quand même que tu es issu de, on va pas dire bourgeois, mais d'une famille assez aisée quand même. Relativement, puisque j'ai la chance de pouvoir faire un certain nombre de choses grâce au salaire de mon père et puis à cette rapidité à laquelle mes grands frères et grandes sœurs ont commencé à être enseignants. Ah. D'accord? Ce qui fait qu'ils ont protégé les petits et ils ont aidé les plus jeunes. Ah, ils ont tendu la main aux plus jeunes pour les faire. Voilà. Donc, ils ont tendu la main de plusieurs manières pour les aider à grandir et aussi pour les aider économiquement. Alors, excuse-moi, c'est une famille vraiment qui était soudée, pleine d'amour. Alors, justement, j'y arrivais parce que tout est fait pour ça. Les valeurs, on vous a inculqué certaines valeurs. Les parents, petite question, vous êtes capable d'écrire en là? J'ai parlé créole à ma mère, j'avais 23 ans, pour la première fois. Elle s'autorisait à dire des mots en créole, à me dire des mots créoles, mais je n'avais pas le droit de lui parler créole. D'ailleurs, nous avions à la maison ce qu'on appelait la petite... une cravache? Non, la petite tablette. Oui. Quand tu avais parlé créole, on te supprenait avoir parlé créole, on te donnait la petite tablette et tu étais sanctionné d'une certaine manière. Ah bon? Donc, il n'y avait pas de châtiment corporel, il n'y avait pas de non, châtiment, non.
mon point de correction. Mon point de correction. Parce que j'étais... Turbulent. Turbulent, plutôt, oui. Voilà. Donc, le créole a été accepté bien après. Bien après. Éducation religieuse, tu fais la communion, baptême, tout le bagaille. Alors, pour te former, mon père et ma mère étaient catholiques, et à un certain moment, mon père s'est converti adventiste et a entraîné ma mère dans la religion adventiste. Et les enfants? Heureusement, je dis bien heureusement, et je vais te dire pourquoi. Et les 5 derniers enfants, dont moi, j'ai eu une éducation adventiste. Une éducation adventiste. Pourquoi je dis heureusement? Parce que les adventistes, au niveau chant, chorale, voix, harmonie, ont une force, une puissance. Et ma mère adventiste, le vendredi soir, on faisait la clôture du sabbat, et nous, la famille, les enfants et le père, nous étions à chanter à 4 voix. Tous à chanter à 4 voix. C'est hélas moi qui... Le chant choral, tu sais, les meilleurs chorales en général, c'est dans ce domaine-là. Hein. Ça vient des Américains aussi. Voilà. Et ce qu'il faut dire, c'est que cette religion adventiste a créé aussi un mode d'éducation relativement strict. Et ma mère, c'est pour que je dis que c'est une mère exceptionnelle, quand à 14 ans, j'ai dit, maman, ça ne m'intéresse plus. Elle a fait une petite pression peu de temps et elle a accepté que je ne sois plus au temple le samedi et j'allais à l'école. Tu allais à l'école. Alors, la scolarité primaire, tu l'as faite à Trinité? À Trinité. Secondaire? Je suis allé jusqu'au 3e. Oui. Parce qu'en ce temps-là, les gens qui passaient en seconde étaient privilégiés. Ou il fallait réussir au concours de normal. L'école normale. Oui. J'ai pas eu ce privilège. Et j'ai quand même fait une scolarité relativement perturbée. Parce que j'avais pas beau caractère, moi, à l'école. Pas caractère. Je n'acceptais pas les injustices. Et je crois pouvoir dire ici qu'en ce temps-là, les professeurs étaient parfois exagérants. Tu es obligé sur le professeur à la voiture. Ouais. Bref, voilà, vous avez compris, mes amis, que c'est un homme qui est déterminé de son enfance. Il a des parents qui l'entourent, une éducation stricte, etc. Tout à fait. Alors, tes goûts, on a parlé de sport en off. Tu m'as dit que, effectivement, toute ma Trinité, c'est des gens qui aiment le sport. Alors, pour t'informer, j'ai obligatoirement joué au basket. Et j'ai même été présélectionné de basket à la sélection de la Martinique. Tu étais licencié à la En cadet. Oui, évidemment. Et après ça, je crois qu'il y avait un choix à faire entre la musique et le sport. Mais j'étais quand même arbitre à 20 ans. Arbitre de basket à 20 ans. Tu as connu les Naples, les Massénia, tous ces mondes-là, quoi. Oui, mais j'ai joué. Tu as joué avec eux? Même en junior, j'ai eu le privilège, l'honneur et la préférence, parce qu'on m'aimait bien de me faire jouer en senior avec ces gens-là. Oui, j'ai joué 2 matchs en tant que junior, en senior. Ah, ben c'est formidable. Voilà, alors là, on a parlé de sport, etc. Alors, la musique, ça a commencé, la fibre musicale. Tu m'as parlé de chorale. Effectivement, déjà là, il y avait un appel. Tous mes frères et toutes mes sœurs sont musiciens. Mon grand frère était violoniste, il y en a plusieurs qui étaient violonistes. Mon père était violoniste flûtiste. Ma mère chantait très bien. Et j'ai une grande sœur qui est chef de chœur dans une chorale adventiste, était chef de chœur dans une chorale adventiste, et pianiste, etc. Donc j'ai baigné dans une famille très musicale. Et pire, c'est que la communion se faisait même lorsque nous n'étions plus adventistes. Je n'étais plus adventiste. J'avais plaisir à écouter les arrangements, parce que ma sœur faisait venir chez ma mère des gens pour leur apprendre leur partie, parce qu'elle leur donnait des parties au piano, etc. Et
ça remplit ma tête. Ça remplit ma tête d'harmonie, ça remplit ma tête de beauté. Alors, mais c'est très important ce que tu dis là, parce qu'effectivement, c'est nous en Martinique, tout le monde s'entoure. Mais toi, tu as eu quand même des techniciens. Donc, tes partitions, c'est des trucs que tu connais depuis très longtemps. Alors, les partitions, je les ai connues vraiment... La lecture musicale, tu m'as parlé quand même de... Vraiment à 14 ans, lorsque je suis rentré à la fanfare de Trinité. Ah oui, très important ça, ouais. À 14 ans, et si je raconte l'histoire, comme je suis rentré à la fanfare de Trinité, c'est extraordinaire. Mais comme on n'a pas beaucoup de temps, je vais dire simplement qu'on m'avait envoyé acheter du pain, et lorsque, en passant, j'ai compris qu'il y avait une fanfare qui se montait. Je suis allé à la fanfare. Petit bonhomme, 14 ans. Et je n'ai pas ramené le pain. Voilà. Une anecdote savoureuse. Oui. Donc la fanfare, donc ça t'a inspiré, etc. Donc Monsieur Gravier, que je respecte, Monsieur, comment il s'appelle? décidé, Gravier. Gravier, oui. Et que je respecte beaucoup, qui m'a beaucoup donné l'affection de l'instrument. Et c'est pourquoi chaque fois que je vois un jeune qui veut jouer de l'instrument, je dis commence par aimer ton instrument. La musique, elle est en toi. Mais il faut aimer l'instrument pour pouvoir être en harmonie avec lui. Mais d'ailleurs, tu as dit un truc important, le goût de l'instrument, mais on peut côté plus tu avais déjà choisi la trompette alors, si on comprend bien. Ah non. Alors justement, il faut nous expliquer, oui. J'ai joué de l'harmonica, oui, de la flûte à bec. Mais à la fanfare, c'est pas mon Petit. Mais lorsque mes grands frères avaient dit tout ça, et j'ai un grand frère qui était un ancien collègue, et qui jouait la trompette, et je parfois prenais sa trompette pour essayer de faire des notes, jusqu'à ce qu'il prenne l'embouchure pour que je ne puisse plus jouer. C'est pas grave. Mais quand tu entrais à la fanfare, tu jouais déjà de la trompette. Enfin, j'avais déjà une toute petite notion, grâce à mon grand frère, Manet, je te salue. Et ce qui fait que lorsque je suis arrivé chez moi et que ma mère m'avait sanctionné parce que je n'avais pas ramené le pain, j'avais caché l'instrument derrière le cinéma, parce que j'habitais en face du cinéma. Le cinéma, je connais, à Trinité, ouais. Et que s'est-il passé? L'Éden, c'est ça. L'Éden de Trinité, oui. Et ce que s'est passé, c'est qu'on m'a donné l'instrument, on m'a empêché de sortir, ma mère est allée au temple. Ah. Et je suis passé derrière et je commençais à jouer, mais l'heure du temple est terminée et ma mère entend une trompette qui joue quelque part. Voilà. Alors Manuela, si on a des photos de jeunesse, de prime jeunesse que tu peux diffuser déjà. Alors là, par exemple... là, c'est... Ouais. Qu'est-ce qu'on voit là? Tu as même dit une fanfare, justement, parler d'une fanfare. C'est pas une fanfare. Ouais. C'est pire qu'une fanfare. c'est que la Ville de Trinité m'avait convié à faire un Martinique All-Star. Ah, Et là, tu vois tous les cuivres qui sont là. Il y avait... Mais je me demande, Michel... C'est quelques noms, je vois. Des fois, Geneviève, Macaron... Alors, voilà. Tu vois Tigus Naudin, Geneviève, et c'est moi qui suis après. Oui. Il y a Jean-Jacques Genoux. Jean-Jacques Genoux, ouais. Il y a Colette Rose et je ne vois pas qui. Donc voilà une sexe. Juste devant, nous avons... Répété. Non, tu n'as pas vu qui? Conguiste, non, c'est pas. Conguiste, tu n'as pas vu. Tu ne vois pas qui? On dirait Dadi? Non, c'est pas Dadi. Le Chabin ou l'autre? Le Chabin. Alors... Ouais, mais dis-moi. Il y a à côté Tintin la Plume et Dacius. Non, mais vas-y. Ah ben voilà. Non, mais là, tu m'as dit, mais là, c'est un petit bout de macaron. Alors, justement, ça évolue. Là, mais là, la photo qu'on a vue, c'est longtemps après. Ouais. Est-ce que tu as fait ton service militaire? Ah oui. Est-ce que l'armée ou jouer musique aussi? Alors, je vais dire tout de suite que quand je faisais mon service militaire, pendant mes classes, parce que je suis dans 65 2B, c'est la 2B entre en août. 65 2B. Ça veut dire qu'en 1965, j'avais déjà 20 ans, presque 20 ans. Ça donne mon âge. Ouais. Et alors, justement, tu es de la fanfare de l'armée alors? Pendant mes classes, j'allais zioter tout le temps les gars de la fanfare. Et il y avait un monsieur qui s'appelle M. Théonose qui m'a dit « Tu joues de l'instrument ?» Il dit « Oui, de la trompette. Et un peu de sax. »« Ah bon? Tu joues du sax et la trompette ?» Et je dis « Oui. »
Eh ben, après tout ça, tu viens avec nous. Et je suis rentré à la fanfare en décembre 65. Ouais. Et monsieur Théonose, hélas, il n'est plus avec nous. Pas le papa d'Alex, non? Non, c'est Théonose, c'est pas Théodose. Ouais. Voilà. Que vraiment, qui m'a pris à bonne passion et qui m'a appris un peu comment écrire de la musique, comment sortir aussi une partition. Ouais. Voilà. Donc là, tu grandis, la formation musicale, on l'a vu, et là, tu es pratiquement fin. Et tu m'as parlé aussi d'un premier orchestre, la JCT, l'orchestre de la jeunesse. La jeunesse culturelle de Trinité. Culturelle de Trinité. Mais cet orchestre est... C'est après le service ou avant le service? Avant le service militaire. Oui. J'avais 15-16 ans. Et il y avait déjà, dans cet orchestre-là, tous les grands noms de la musique trinité. Je parle le directeur musical et le chef d'orchestre était Alex Cayol, alias Soussout. Hein, qui était... Il y avait Marcel Ravenet, qui après a fait les beaux jours de la musique martiniquaise, d'ailleurs de Zouk TV. Il y avait Maurice Marie-Louise, oui, chanteur, qui a été très vite happé, super voix, par Léon Sainte-Rose, puisque voilà. Et il y avait Raoul Charon, il y avait Paul Petitfrère. Je vais pas. Il y avait un vivier musical à Trinité. Il y avait un vivier musical, et nous étions une vingtaine de musiciens à jouer dans l'orchestre. Il y avait plusieurs harmonikistes, il y avait Georges Palais. Ouais. Mais quand tu me parles de la JCT, est-ce que vous jouiez déjà dans des balles, vous animez des grands trucs? La jeunesse culturelle de Trinité a conçu sa paillote. Nous avons construit notre paillote. C'est là que j'ai appris avec un marteau à clouer une tôle avec des clous spéciaux. Tout ça, alors là, mesdames et messieurs, je vous assure, j'ai déjà pourtant enquêté sur ça, mais là, il m'apprend des choses extraordinaires. Mais c'est ça la vie. Oui. La vie, c'est que il y a eu à ce moment-là un président et des personnes qui l'entouraient qui étaient vraiment positives. D'accord? Et ces personnes positives ont fait construire la paillote et nous avons joué dans la paillote. Évidemment, les grands bals étaient joués par les grands orchestres, dont l'Oscar Ibès, etc. Swing King, les grands orchestres. Voilà. Mais justement, à un certain moment, ce que tu dis là, c'est très, très, très important, parce qu'on a constaté, on mène une étude sur les orchestres, sur la côte atlantique, on voit souvent des gens du Robert rejoindre des gens de Trinité. C'est normal, le Robert, c'est une campagne de Trinité. Alors là, il y a des gens qui ne vont pas être contents. Hein. Oui, par exemple, qu'est-ce qu'on voit là? L'ensemble abricot, ça. Ouais. Alors là, c'est l'ensemble abricot, et on voit Romul au Conga. Ouais, Pinel Romul, oui. Pinel Romul, merci, parce que beaucoup de gens ont oublié Pinel Romul au Conga. Et là, Théodose à la... Non, alors... C'est Bertide ou Bertide, là. Bertide, le syndicaliste, mesdames et messieurs, qui a joué bon... Oui, qui jouait de la guitare, c'est le premier guitariste de l'ensemble abricot. Tu m'as parlé des cuivres. Dans l'ensemble abricot, il n'y avait pas que des gens de Trinité. Attends, presque. Chantelly, c'est gros monde, ça, non? Attends, Chantelly et Gaumornais Trinité. Non, je m'explique pourquoi. Chantelly, sur le Trinité, il est allé habiter le Gaumorne à un moment. Il y avait Benito qui était... Benito, il a Fonlayer. Il y avait Raoul Lordino. Bon, mais dans l'ensemble abricot, il y avait Alex Cayol, Georges Palais, 2, Marcel Abdé, 3, et Maurice Marie-Louise, 4, et moi, 5. Tu vas pas me prendre mon Roland Pierre-Charles quand même, qui est pierroté, qui le revendique haut et fort. Roland Pierre-Charles, d'ailleurs, tu sais comment nous l'avons connu? Oui. Lorsque la JCT était allé jouer un bal à Saint-Pierre, à la Vague de Saint-Pierre. Oui, à la Vague, oui. Roland est arrivé avec sa contrebasse, parce qu'on n'avait pas de bassiste. Et Cayol m'a regardé, j'ai regardé Cayol, Marcel me regarde, on regarde le petit Chabin de 13 ans, et il nous dit, la dernière fois, vous avez joué les morceaux de Tropicana, je les connais tous. Il arrive avec l'accordéon, la contrebasse. La contrebasse.
Parce que la contrebasse, ce coup-là aussi, il y a beaucoup de personnes qui... Roland Pierre-Charles est bien contrebasse. Roland a joué de la contrebasse. Maman Cochon, ouais. Maman Cochon. Il était pianiste, accordéoniste, et je continue. Bassiste et contrebassiste. Ah oui. Alors là, on apprend des choses, c'est bien. Donc voilà, ça évolue. Donc nous sommes dans l'ensemble abricot toujours. Oui. Alors, on a parlé de l'ensemble abricot et puis l'expérience des paillotes, la bananerie. Parce que sur un disque d'abricot, on voit une feuille de banane, etc. Attends, mais avant l'abricot, il y avait l'abricot Palace. Oui, sur la route de Saint-Joseph. Là, ouais. Sur la route de Saint-Joseph. Et il y a 3 messieurs, Esther, Joachim et Café, qui sont patrons, qui ont construit. C'est un hangar, hein, c'était comme un hangar ou pas? Non. C'est la bananerie. Ça a été construit pour les musiciens martiniquais. Parce que ces 3 personnes-là, je dis ça à haute voix, ne supportaient pas, par orgueil martiniquais, par fierté martiniquaise, ne supportaient pas qu'il y ait, dans toutes les paillotes de la Martinique, que des orchestres avec une grosse ossature haïtienne. Et dans orchestres dans lesquels il n'y avait pratiquement que des Haïtiens. Et ils ont dit, est-ce que les Martiniquais ne savent pas jouer de la musique? Et c'est pourquoi il a appelé Benito, il a appelé Marcel Chantelly, qui ont rassemblé les autres. Pour faire l'ensemble abricot. Et pour faire l'ensemble abricot. Et comme nous avions déjà un petit orchestre de Trinité, et comme il y avait... Benito avait un orchestre qui s'appelait les Jubaps. Les Jubaps, oui. On a fait une fusion de ces 2 choses. Et voilà que l'Ordido, voilà que Benito de Jubaps. Et les 5 de Trinité dont j'ai parlé sont venus. Et il y a un Timon, je ne sais pas si c'est un parent à toi, qui était percussionniste. Voilà. Tironné. Oui, Olympia Charles nous a rejoint à l'accordéon. Et l'orchestre a commencé à répéter dans une petite salle qui était en haut de l'Abricot Palace. Voilà. Et nous avons joué à l'Abricot Palace pendant 2 ans. Alors, petite question, parce que justement, j'ai eu M. Georges Bouffel ici, qui était à ta place là, qui répondait, etc. Autrement dit, la bananerie est créée avant Abricot Palace, c'est à la bananerie que les orchestres haïtiens jouaient. Et Abricot Palace, si tu veux, ça ne veut pas dire que c'est une réaction, justement, par rapport à ça. Vous avez dit non, nous, la bananerie, c'est l'orchestre haïtien, les guet-troubadous, tout ça, mais nous, quand il fait à nous aussi. Oui, voilà. Alors, là, je comprends mieux. Je veux dire que lorsque nous avions 14-15 ans et qu'on a monté l'orchestre jeunesse culturelle de Trinité, Marcel Ravenet, plus âgé que nous, prenait sa voiture et nous allions écouter Tropicana. Et Marcel avait un petit magnétophone et on enregistrait les prestations de Tropicana et nous apprenions après les morceaux. C'est pour ça que je vois quand justement l'ensemble abricot jouait, les petits caroles, tout ça, où on connaissait les solos. Donc, j'ai qu'à maîtriser ces morceaux-là. Voilà. Le répertoire haïtien. Exactement. Et on peut parler largement de pourquoi les Haïtiens avaient envahi la Martinique. J'aime pas le terme envahi quand même, bof. Non, je prends bien la responsabilité. C'est normal. Cette mutation, cette immigration était normale, vu la situation politico-économique. Le régime de François Duvalier, il y a un tas de musiciens qui sont arrivés ici. Papadoc, oui. OK. Donc, ça se comprend. On va fermer la parenthèse. Mais il y en a qui ont vécu vraiment merveilleusement la Martinique, mais il y en a qui ont souffert. Alors là, justement, je te prends au mot parce que là, la chronologie revient petit à petit. Et puis, parallèlement à l'ensemble abricot composé de jeunes Martiniquais qui jouent très, très, très bien, il y a un phénomène qui arrive, c'est le Rico Jazz. C'est beaucoup Kalimendi fait quand tu n'as pas compté ça? Non, mais vous n'aviez pas envisagé ça? Ce qui est extraordinaire, c'est que l'Abricot Palace, l'ensemble abricot, prend la place de Tropicana à la bananerie, par fierté, parce que l'ensemble abricot avait supplanté, semble-t-il, les orchestres des autres. Mais nous coûtions cher. Nous coûtons cher. Ça, j'apprends des choses là, oui. Là, par exemple, les gens qu'on voit là, on regarde les gens. Oui.
Alors là, il y a... Au Timbal. Au Timbal, c'est Georges Parlin. À droite, c'est moi. À côté, c'est Benito, Marcel Sotelli et Raoul Lordino. Eh bien, que se passe-t-il pour... Attends, tu m'as dit que vous coûtiez... Comment vous êtes également des chefs passés sur l'orchestre haïtien? Non. Les orchestres haïtiens, comme ils avaient... Il fallait donner un logement. Et on leur donnait à boire, tout ça. Et nous avons dit non. On fait la CT, tout ça. Et vous nous donnez... Payez-nous qu'achète nous normalement. Et en plus de ça, en plus des prestations fixes, lorsque nous allions jouer un bal extérieur, nous avions une prime de bal. Ah bon? Oui. Vous avez instauré ça, quoi? Ouais. Oui, nous avions instauré ça. Et évidemment, ça coûtait cher à M. Landy, qui était le propriétaire, et à M. Nicole, qui était le manager. Ouais. Et on est arrivé avec 5 musiciens. 5 boucles, il y a encore là. Ouais. Ça vous interpelle un peu? Attends, ils ont dit, bon, le Goliath joue chez nous. Et rapidement, ce que nous avions fait à Tropicana, le Goliath nous a poussé. Non, mais c'est extraordinaire. Mais toi-même, avec le recul, tu n'imagines pas 6 boucles entrées, et puis ces boucles-là, l'adhésion se fait tout de suite, quoi, le peuple martiniquais. Oui, exactement. Comment tu peux expliquer ça? Il est difficile d'expliquer ça. Il y avait il commençait à avoir une forte donnée politico-historique. Oui. Le Martiniquais commençait à être fier d'être aussi africain. Et l'africanité arrivait avec... et l'Africain arrive en Martinique. Voilà. Et puis, mais qu'est-ce qui se passe? Lorsque le Goliath a commencé à jouer, rapidement, ils se sont étoffés avec Chico Gelman. Des musiciens martiniquais. Avec Chico Gelman. Et puis ils ont même pris un haïtien, Maroua, pour mettre dans le groupe. La batterie. Qui sont malins quand même. Qui joue le Tropicana. Avec Tropicana, tout ça, oui. Donc ils ont créé une espèce de symbiose entre le rythme africain et la réalité du pays, quoi. Voilà. Et, je dis franchement, ça a explosé. Ça a explosé de beauté, Mais toi-même, Daniel, tu étais dans Abricot, je suis sûr que tu étais admiratif de ce gars-là. Tu t'es dit, mais c'est pas possible. Regarde ça, c'est Bouglara fait de nous. Hein. Oui, c'est exactement ça. Ça arrive nous là. 6 boucles aliments ils font les autres. Et puis, il y a une nouvelle donnée. En même temps, commençaient à arriver les playbacks. Les playbacks, c'est longtemps après. C'est les mini-jazz avant les playbacks. Oui, la vague des mini-jazz. Donc, les mini-jazz ont envahi. J'ai vu le Rico Jazz, mais oui. Voilà. Alors, on continue. Alors là, maintenant, l'ensemble abricot, etc., c'est une période. Et puis, nous entrons dans la grande période de la perfecta. Rico Jazz passé toute bagaille, tu retrouves tes comparses et la jeunesse de la perfecta. Bah, Maman et Trinité, la perfecta est née à Trinité. Ouais. Tu revendiques ça. Mon chauvinisme, mais c'est une réalité culturelle, une réalité affective. Marcel Ravenet, Alex Ayol, Tijol Palin, Paul Petit-Frère, Daniel Ravo. 5. Maurice Marie-Louise. Maurice Marie-Louise, 6. J'ai presque oublié Maurice, pas parce qu'il n'a pas participé, c'est parce qu'il n'a pas joué au début de la perfecta. Non, parce que tu avais un autre phénomène, parce que c'est-à-dire les Marie-Louise, tout ça, on a survolé les mini-jazz, mais avant l'expérience perfecta, tu avais les gentlemen, tout ça qui était déjà, qui faisaient appel à ces gens-là, Marie-Louise. Tout à fait, Marie-Louise. Donc, il était Jacques Jean-Fort de France aussi. Exactement, voilà. Non, mais une chose importante, c'est que ces personnes-là, nous sommes à Trinité, et de temps en temps, on se rencontre pour faire un petit bœuf. Et il y a une dame, et ça nous avons tous une grande reconnaissance pour cette dame. Et que les jeunes qui aiment la perfecta, les gens qui aiment la perfecta, doivent se dire merci à Madame Louise Barry Bangio, alias Joujou Bangio. Joujou Bangio. C'est la sœur du maire. Ah non, pas du tout. Ouais. Joujou Bangio nous dit, monsieur, vous êtes là, vous ne faites rien, c'est pas normal. Ce n'est pas normal. C'est pas un dentiste, madame Lamaïwa. Non, elle est prof de musique. Oui. Continue. Enseignante, etc.
Et ce n'est pas normal, vous faites un orchestre, vous êtes là à ne rien faire, c'est pas normal, parce que non. Et elle m'intime l'ordre de rassembler des musiciens. Évidemment, je me retourne vers les copains, l'ancienne ossature Et Alex Cayol propose des musiciens avec qui il avait un peu flirté du Robert. Dont Tigus, Jojo Taïli, d'accord, et Norbert. Et le groupe est monté. Alors, je dis la mouture principale et originelle. Ouais. C'est-à-dire la naissance de la Perfecta. Le bébé est né avec Marcel Chantelly. Saxo. Tigus Naudin. Trompette. Je vais me nommer un dernier. Oui. Jojo Taïli à la basse. Oui. Fred Norbert à la guitare. Oui. Sous Alex Cayol au piano. Paul Petitfrère au conga. Georges Palin, batterie timbal. Timbal, oui. Batterie timbal. Ouais. Qui n'ai-je pas nommé pour Dieu? Les voix, oui. Et moi. Non, mais les voix. Ouais. Ah, les voix. La voix. La voix. Maurice Maglise. Non, Marcel Ravenet. Ah, alors là, oui. OK. Et nous commençons à répéter. Le maire nous a passé une salle de classe. Du côté, en allant vers l'hôpital, il y avait une salle. Vous êtes à Trinité, près de Saint-Just, à côté du stade. La maman de Ronald Goubinel habitait. Je connais. Voilà. Que se passe-t-il? C'est qu'on répète. Et ça commence à sonner. Et les répétitions attirent déjà 30, 40, 50 personnes qui nous écoutent. D'accord? Et il y a le président de la Gauloise de Trinité, M. Mascour, qui nous dit « Soyez prêts pour le bal de la Gauloise le 11 août 1970. » Ça veut dire qu'il y avait 3 mois qu'on répétait. Ouais. Évidemment, les répétitions ont accéléré et que même lorsqu'il y avait l'école, on enlevait tous les bancs. Ouais, pour faire entrer les instruments pour répéter. Pour entrer les instruments pour répéter. La salle de classe nous appartenait quasiment. Ouais. Et nous avons joué notre premier bal le 11 août 1970. Bal de la Gauloise. 1900 soit. Comment? 1970. Voilà. Bal de la Gauloise. Alors, avec un chanteur, Marcel Ravenet, Tigus et moi au soufflant, 3 cordes, 2 percussions. Voilà, est-ce qu'on peut nous passer des images également d'époque de tout ça? Et puis alors là, nous allons voir comment petit à petit, la Perfecta, là par exemple, on te voit là au trombone. Alors oui, c'est bien après ça. C'est bien après. Oui, alors, mais comment la Perfecta commence à s'étoffer, les nouvelles voix, en l'occurrence, au Robert, tu avais des gens comme Jojo Lise qui jouait dans Les Gentlemen, tu avais également Polo Albert. Alors comment ça s'est passé l'intégration de ces gens du Robert? Alors, je disais qu'il y avait déjà Jojo Taïli du Robert, Tigus du Robert, et Fred Norbert du Robert. Ah, donc d'accord, déjà le noyau Robert. Qui était déjà dans un orchestre du Robert. D'accord? El Tipico. Oui, voilà. Que se passe-t-il? C'est que Marcel Ravenet, après le bal de la Gauloise, a dit il faudrait qu'on ait notre chanteur. Et on est entré à l'escale du Robert. On a joué à l'escale du Robert pendant 3-4 mois. Et en janvier 1971, Marcel Ravenet a dit bon, je vous emmène le chanteur pour la prochaine répétition, je vous emmène Polo Albert. Oui. Donc Polo Albert est entré dans la Perfecta en 1971. L'orchestre commençait à avoir une cote. Et nous avons perdu donc un des fanatiques, un des meneurs du groupe, d'un groupe qui s'appelait, il y a un morceau d'ailleurs qui a été fait par Marcel Ravenet, un merengue. Le merengue des Tamanoirs. Voilà. Le groupe est Tamanoir.
Il y a un des musiciens qui nous a laissé. Qui est décédé il n'y a pas longtemps. Et je salue la famille Jeanville. Voilà, l'ensemble Abricot, on passe de l'ensemble Abricot à la Perfecta, on avait le choix du nom. Alors, l'épopée de la Perfecta, alors on a vu l'intégration de certains membres du Roubert, etc. dans la Perfecta. La Perfecta qui a commencé à bouger, qui a commencé à jouer. Un premier album sort, Clair de Lune à l'Escale, et puis après, il y a un album qui sort avec un tas de pochettes publicitaires. Ouais. Alors là, vous commencez déjà à sortir des albums, le public s'intéresse de plus en plus. On a sorti pratiquement un album par année. Et c'est au début de la Perfecta. Ouais. Et la Perfecta a pris une ampleur, disons, très rapidement. Ah, mais oui. Et on est allé en fin 72 à Paris, dans une salle, c'est une espèce de grand hall. J'étais là. Hein? J'étais là ce jour-là, on dirait. Oui. Perfecta Léopard, c'était un jour de l'an, ou la veille. Moun, il y avait pas de 3000 personnes dans ça. Ouais. Comment? Tu as dit la moitié. Ça s'appelle à Bastille. À Bastille. À Bastille. À Bastille. Eh bien, ce jour-là, il y avait énormément de monde. Non, mais je me rappelle. Énormément de monde. Et nous avons pris aussi avec les léopards. Les léopards étaient là, parce que les léopards étaient là, oui. C'est deux styles différents, on n'en a rien à voir. Oui, voilà. C'était deux orchestres complémentaires. Voilà. Ouais. Et nous avons commencé à jouer. Et on a commencé aussi à aller souvent à Paris. Et de Paris, on est allé à Marseille. Toujours Nicolas qui était derrière. Oui, avec Michel Nicole. De Paris, on est allé à Marseille, on est allé à Lyon, on est allé un peu partout. Mais aussi dans les Antilles. Dans les Antilles. Et à la Guyane aussi, en Guyane aussi. Et nous avons joué souvent en Guyane. On va arrêter là parce que si on commence à dire... Ah oui, non, mais justement, parce que là, c'est Daniel Ravo qu'on interroge. Là. Alors, la Perfecta, on voit le succès. Alors, par exemple, on peut parler de Simon Jouad. Comment il a intégré le groupe, par exemple? C'est très simple. Hein. Nous avions Norbert à la guitare. Et lorsque Norbert devait partir, faire une formation de plusieurs années à Paris, en France, je ne sais pas aussi si c'est Paris, il a été très rapidement remplacé par Simon Jurad, qui a été proposé par Georges Allais, et Georges Allais est allé le chercher à Rive-Droite. Nous avons également d'autres musiciens très connus. Michel Godzom, par exemple. Michel Godzom, c'est très différent. Oui. Tu racontes, puisque ce sont des gens. C'est une des douleurs de ma gestion de la Perfecta. Marcel Chantelly, ton Marcel. Oui. Je l'appelle ton Marcel. Pour qui j'ai beaucoup d'amour. J'ai eu beaucoup d'amour. Que se passe-t-il? Marcel nous dit, Monsieur Marguerite les autres, un jour, nous avons... Comme ça, il dit, autres mots, Marguerite, Marguerite, de tel orchestre. Le Playboy, non. Il m'a dit, tout seul, vous pouvez faire ça. Daniel Balmain, c'est samedi. Carrément, vous avez débattu. Samedi. Ma douleur tellement forte que je ne sais pas la peine de samedi. C'est pas la peine de venir samedi. Jusqu'alors, tu étais chef d'orchestre de la Perfecta. Oui. Ou dit que non, carrément, merci beaucoup, Marcel. Je peux te dire que... Ça fait mal, on dit ça. Ça fait mal. Donc vous avez joué sans sax le samedi? Non. Oui, on joue sans sax le samedi. Mais, Roland Pierre-Charles m'a appelé, m'a dit, mais non, j'ai un copain là qui connaît 5 morceaux à la clarinette, je l'appelle. Et Roland Pierre-Charles fait venir Michel Goldel, avec qui on a répété. Mais qui au départ jouait uniquement du traditionnel. Il a joué et chanté 4 ou 5 morceaux. Voilà. C'est comme ça pour Michel. Mais Michel, c'est un bosseur. C'est un gros bosseur. Et très rapidement, il était déjà à l'orchestre au sax. Et le sax, comme j'avais joué du sax soprano à un moment, j'ai même aidé Michel à comprendre le sax à un moment. Au point que Michel, très rapidement, a acheté
passer du sax alto au sax baryton, et ça donnait un autre son groupe. Ben oui. Voilà. Ouais. Alors, justement, nous avons toutes ces expériences-là, parce que la Perfecta, il faut que le public comprenne que la Perfecta, c'est un orchestre qui a eu des mutations, qui a évolué. Tu restes chef d'orchestre. Michel Godzomela, c'est toujours toi le chef d'orchestre. Je suis toujours chef d'orchestre. Ouais. Et nous avons un tromboniste qui s'appelle Claude Cétros qui arrive. Ouais. Et c'est la première fois qu'il y a dans un orchestre martiniquais un baryton et un tromboniste. Génial. Alors petit à petit, ça continue. Alors Godzom, tu m'as dit que c'est Roland qui l'a fait entrer, etc. Ouais. Mais le groupe commence à changer, on va dire, de visage. Alors nous avons un personnage qui va jouer un rôle très important, c'est Daniel Marie-Alphonsine. À quel moment il a dans le groupe? C'est pas pareil. Ouais. Alors, Michel Godzom, comme c'est un économe, il a fait de la gestion. Il a fait de la gestion, il est comptable. Il a dit, monsieur, on doit t'aider. Faisons notre boîte. Ouais. Et il a amené le musicien au club Perfecta, au Lamentin. Là où jouait Marius Cultier, etc. La Grange. La Grange. Voilà. Vous avez aménagé ça, vous avez mangé vos autres, clac, tout bail. Ouais, voilà. Et cette tournure de la Perfecta, c'est-à-dire qu'il sortait de l'amateurisme, même s'il y avait 3 répétitions minimum par semaine, au professionnalisme. Donc c'est avec l'arrivée de Godzom que vous avez pris vraiment la gestion de l'orchestre en professionnel. Ouais. Alors, il fallait faire un choix. Ouais. Toi-même, tu avais ton travail, hein, entre-temps, parce que c'est de toi qu'on parle. Hein. Ouais. Et il y a plusieurs musiciens qui ont quitté. Dont moi. Parce que j'ai joué avec, au Club Perfecta de façon permanente jusqu'au décembre 76. Ah, mais ça fait quand même un bon bout. Hein. Ouais. Et on a joué. C'était vraiment une autre organisation. Et donc, on parle de l'arrivée de Marie-Alphonsine. Donc Alex Cayol étant maître d'école, étant enseignant, a suivi aussi le mouvement des départs. Et comme il aimait beaucoup Daniel Marie-Alphonsine, il a proposé Daniel Marie-Alphonsine. Qui au départ était un bassiste lui-même. Qui a joué de la basse 2 ans à la Perfecta. Excellent bassiste. Oui, mais c'est un bassiste. Hein, ouais. Excellent bassiste, avec des idées magnifiques. Ouais. Voilà. Alors, on va avancer un petit peu. Alors là, je te prends au mot. Il faut dire que la gestion, vous devenez professionnel, mais lui, Marie-Alphonsine, introduit une autre manière de travailler, c'est-à-dire les répétitions par section. Il a introduit 2 nouvelles manières de travailler. 1, les répétitions journalières. Ouais. C'est important. Oui. 2, par section. Ça veut dire que lorsqu'il arrive le matin, de telle heure à telle heure, les cuivres, telle heure à telle heure, les cordes, telle heure à telle heure, les percussions, et après, la symbiose. Ça c'est... Et il n'écrivait rien. Tout était là. C'est un phénomène. C'est un phénomène. Daniel, c'est un phénomène. Et par la même occasion, le groupe a pris un autre swing. Une autre tournure. Ouais. Il donnait même aux percussionnistes leur manière de jouer. Et il exigeait, plutôt. Oui, mais dans la que je le connais très bien. Voilà. Donc c'est quelqu'un, effectivement, qu'on le veuille ou non, qui a imprimé. Et je crois qu'en Martinique, c'est le premier qui a fait ça. Hein, tout ce que vous avez fait là, les répétés par section, etc. C'est lui qui a imposé ça, pratiquement. Tout à fait. Donc ça avance, la Perfecta, succès total, toute bagaille comme ça. Oui. Mais à un certain moment, toi-même, tu te dis, la Perfecta, c'est belle, mais parce que là, on est musique là, à gâteau, tu vas tenter une autre expérience. On va parler de l'expérience plus. Alors, raconte-moi comment ça s'est passé là. Alors, c'est comme l'esprit de Joujou. Comment se fait-il qu'il y a des musiciens qui étaient dans la Perfecta? Attends, là, on regarde pas la Perfecta. Non, c'est E+, on est déjà E+. Oui. Comment se fait-il qu'il y a des musiciens de E+, de la Perfecta, qui sont partis et qu'il n'y a rien à faire? Alors, je vois Claude Cétros. Je dis, Claude, on ne peut pas rester comme ça. Il faut qu'on fasse quelque chose.
je monte un groupe. Alors, il me dit, nous montons le groupe ensemble, mais je te propose une chose intéressante. Voilà. Je te la jaquette et on va... Justement, il y a un autre personnage qui est dans l'affaire là, nous allons voir parler de lui aussi. Oui, et je te propose que Gélo exilé vienne avec nous. Donc c'est Claude qui t'a proposé ça. Qui était l'ami d'enfance de Gélo exilé. Donc là, maman au François rentra dans la voilà. Et Gélo exilé avait fait de la musique un peu à Paris, etc. Ah oui, tout voilà. Et se crée à ce moment-là le groupe E+. Le groupe E+. Petite question à 10 euros. E+, qu'est-ce que ça veut dire, E+? Alors, une histoire bête. Parce que pour la Perfecta, on va revenir un petit peu en arrière, ça venait de sud-américain, la Perfecta. Oui, la Perfecta, c'est Marcel Amdi qui avait dit. Mais oui, la Perfecta, parce que nous aimions beaucoup Perfecta Dimension de Palmieri. Oui. Et Joujou m'avait dit, ce sera la Perfecta. Voilà. OK? Tu vois? Et là, E+, là. Le plus, c'est parce que, à rire. Dans le groupe E+, électricien, éducateur, enseignant. Alors là, vraiment, je ne m'attendais pas à ça. Et puis, j'entends dire qu'il y a E, et même E+. On cherchait, on se pétait la tête, on se martelait la tête pratiquement pour chercher un nom intéressant. Et puis, monsieur, en disant les professions, on a vu qu'il y a tellement de E dans les professions, on dit, monsieur, E+. Mesdames et messieurs, on tourne dans les... Je te jure que personnellement, pourtant j'ai écrit beaucoup, mais je ne m'étais jamais posé la question, mais la bagaille à la sortie, et tu viens de donner, je suis sûr qu'il y a beaucoup de personnes qui ne disaient pas ça. Ouais. E+. Tout à fait. Ouais. Alors nous, quand on est bien plus, ça, là, évidemment, mais entre-temps, en Martinique, tu as une autre dynamique qui se crée, c'est la dynamique de Malavoie. À peu près à la même époque, c'est peut-être plus vieux. Malavoie est créé un petit peu avant la Perfecta. Avant l'époque de la GEC. Voilà. Ça ne vous dérangeait pas? Non, Malavoie, c'est un autre vieux. Non. D'ailleurs, nous avons, à un certain moment, de la même manière que je disais, il y avait une complémentarité entre Léopard et la Perfecta. Il y avait une espèce de mélange entre Malavoie et Perfecta. C'est-à-dire que c'était deux orchestres qui étaient considérés comme faisant une musique un peu sophistiquée. Élaborée, on va dire. Un peu sophistiquée, élaborée, et qui plaisait à un certain public. Et lorsqu'ils se rencontraient pour jouer ensemble, tout le public, ce public-là, venait là. Et quand il y avait d'autres balles, par exemple, quand Perfecta a joué, je dis n'importe quel orchestre, avec un orchestre haïtien, ce n'était pas le même public. D'accord? Quand la Perfecta a joué avec Léopard, c'était encore un autre public. Ouais. La réflexion peut être très intéressante, parce que, d'ailleurs, le terme qu'on employait, en bonne comparaison. Mais je ne voulais pas te le dire, Daniel Italia, mais dans l'esprit des gens, Léopard c'était tac-pitac, cheval-bois, et puis de l'autre côté, du côté de la côte atlantique, c'est ça, ils ont tenu les orchestres, on va dire gratinés, etc. Il y a eu ce complexe-là à un certain moment. Hein. Oui. Comparaison, orchestre alors, et puis Malavoie, c'était orchestre bourgeois. Bourgeois, ouais. Tu vois, il y avait cette déontologie. Il y avait d'ailleurs dans le Malavoie, c'est paradoxal, non, pas des mulâtres, des fils de béquet. Oui. Non, disons des choses. Non, mais sans ostracisme, sans quoi. Non, on ne fait pas de polémique, on dit les vérités scientifiques, là. Il y avait des fils de béquet. D'accord? Donc ça montrait bien qu'il y avait des castres, presque. OK? C'est très important ce qu'on est en train de dire là, parce que effectivement, Malavoie, c'était, si tu veux, et puis tu avais Polo, la préfecture, tu vois, il y avait quand même un monde, non pas dire comparaison, mais si tu veux, c'était... Parce que l'avantage avec Malavoie, c'est qu'ils ont eu plusieurs moutures. Tu as la mouture avec des cuivres, où ça dansait au vétiver, comme dans une paillote. Hein? Tout à fait, tout à fait. Ah, ouais. Ah oui, cette mouture-là, d'ailleurs, avec un défunt Raphaël Rimbaud, qui a composé des morceaux magnifiques. De Trinité aussi, d'ailleurs. De Trinité, il faisait partie de la JCT.
Ouais, voilà. Raphaël. Ouais. Et puis, tu avais également des chanteurs d'expérience comme Ratama qui avait joué avec les Jukebox, qui a joué avec les Gentlemen. Voilà. Maurice Mariluz aussi, qu'on retrouve. Parce que les gens, dans Malavoie, avec les cuivres là, Mariluz était là. S'il n'avait pas marché. Il a fait des morceaux qui ont marché beaucoup. Ouais. Alors là, on va arriver vers la fin de l'émission, donc presque on a vu Marie, etc. Et puis, on va voir également ce Covid-là. Tu m'as dit que ça t'a apporté, tu as par là, à la même occasion, Jacques-Michel Gorgom en formule traditionnelle. Le Covid, tu as pris du recul. Et puis, alors là, Daniel Ravo veut quand même profiter de cette période pour montrer aussi qu'il écrit, qu'il peut composer, qu'il peut faire sa musique. Alors, qu'est-ce que tu as sorti? On va écouter d'ailleurs. On va terminer avec ça, ouais. J'ai composé beaucoup dans le groupe E+. Oui. Il y a beaucoup de morceaux de moi sur les disques, de la Pavita Namus. Mais j'ai la fierté de dire que j'aime la musique de la Martinique. La musique, je ne dis pas musique traditionnelle, c'est la musique de la Martinique. Je vais parler dessus. Ce qu'on entend, je précise à nos amis, n'est-ce pas, téléspectateurs, que les notes que vous entendez derrière, c'est tout frais, tout chaud. C'est inédit pratiquement. C'est inédit. Ce sont les dernières compositions, extraits de tes dernières compositions. Alors, si je comprends bien, tu comptes faire un album? Non, je ne pense pas faire un album. Fais monter le son quand même, on peut ouvrir. J'aurais souhaité faire au moins un dernier concert avec tous mes morceaux. C'est presque une demande que je fais là. J'ai une série de morceaux. Ouais. Fais monter le son, oui. Voilà. C'est quoi ça, Sibou, c'est quoi ça? Ce morceau-là s'appelle Eou. Excusez-moi, mais celui-là, je me permets de chanter dans... Non, mais je sais que ma voix n'est pas très belle, mais pas trop fausse quand même. Donc, alors finalement, avec toutes ces créations nouvelles, tu t'es laissé aller, tu t'es laissé influencer par des tendances jazzy, enfin, tout ce où tu es en frontière, tu le présentes sur ces dernières créations. Non, ce morceau-là, j'ai joué 2 trompettes, 3 trombones, et je chante tous les chœurs, tout ça. Mais c'est un morceau d'amour pour la Martinique. Parce qu'il est inconcevable, à mon avis, que des gens martiniquais, quand on joue un morceau de la Martinique comme Maman Thibault, de Thibault, ils disent que c'est doudouiste. Ouais, c'est doudouiste. Le terme doudouiste, même, ça t'énerve. Ça m'horripile. Ça t'irrite, quoi. Ouais. Et je préfère dire là, moi, que quand j'entends le tac-tac-tac, c'est dans mes entrailles. Et que j'aime la Martinique. Et dire que j'aime la Martinique, ce n'est pas du doudouisme. Attends, mais tu nous as fait un aveu là. C'est pas toi qui chantes là? Oui. Donc on dit en directeur. Non mais... Mesdames et messieurs, non, je ne chanterai pas dans un concert. On va se laisser sur ces notes d'espoir, on va dire ça comme ça. Les créations de M. Daniel Ravo qui seront, on va dire, tu vas faire un album quand même. J'espère faire un concert filmé et enregistré. Parce que là, il y aura 17 morceaux peut-être. Vous avez compris qu'il y a une grosse surprise qui arrive avec Daniel Ravo. En tout cas, ça a été un plaisir pour nous de recevoir ce personnage de la musique martiniquaise, M. Daniel Ravo, toujours présent. La preuve, il nous présente ses créations. À très bientôt sur Zouk TV, bien sûr.